commence avec l'INSEE qui a relevé ses prévisions de croissance pour 2017, 1,8 contre 1,6 prévu initialement. C'est le meilleur taux depuis 10 ans. Alors François Hollande avait tout à fait raison, ça va mieux. Ce taux de croissance de 1,8%, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour les Français et c'est une incitation pour nous tous à poursuivre la transformation économique du pays. Il ne faut surtout pas se reposer sur nos lauriers. Ça, c'est l'erreur qui a été commise par nos prédécesseurs systématiquement. Dès qu'il y avait un tout petit peu de vent de croissance, on repliait les voiles et on arrêtait le train des réformes. Je crois que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est ce que nous faisons avec le président de la République, avec le Premier ministre. Il y a eu la transformation du Code du travail. Il y a désormais une vraie réflexion qui est engagée sur la question de la formation, qui est une question absolument décisive. Il y aura ensuite l'assurance chômage, il y aura les retraites. Donc nous allons poursuivre cette transformation. Mais ça va mieux globalement, c'est votre analyse? Oui, ça va mieux. Mon analyse, c'est que ça va mieux, que l'investissement redémarre, que le climat des affaires est bon. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle pour le pays, mais ça doit nous inciter à poursuivre la transformation économique. Mais à quoi est due cette bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a une partie quand même de cette bonne nouvelle qui va au crédit de ce qu'avait fait François Hollande lors de son quinquennat? Je crois qu'elle est due surtout et tout simplement aux Français. Elle est due à leur travail. Elle est due à l'investissement des entrepreneurs. Elle est due à l'audace de nos entrepreneurs. Elle est due à tous les salariés qui sont extraordinairement compétents en France et que je vois dans tous les déplacements que je fais, dans les PME, dans l'industrie, dans le service. Nous avons des salariés d'une compétence exceptionnelle, d'un professionnalisme exceptionnel. C'est ça qui fait la force de la France. Simplement, cette force, elle a été jusqu'à présent entravée par un modèle économique totalement dépassé, qui surtaxait le capital. Eh bien, dans le projet de loi que nous présentons avec Gérald Darmanin, le projet de loi de finances, nous prenons cette décision fondamentale d'alléger massivement la fiscalité sur le capital pour que cette croissance qui revient soit encore plus portée au service de l'emploi et au service de la prospérité des Français. De l'emploi, justement, est-ce que ça va profiter à la baisse du chômage? Concrètement, est-ce qu'on va l'avoir baissé avant la fin de l'année? Ça prendra du temps et je ne ferai pas ce genre de pari. Je pense Vous restez très prudent sur cette baisse du chômage. Je reste très prudent sur la baisse du chômage pour une raison qui est simple, c'est que la transmission de la croissance à l'emploi, elle peut être très lente. Il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas de croissance, mais la transmission de la croissance à l'emploi, elle peut être lente. C'est dans la durée qu'il faut inscrire ces transformations économiques et ces transformations sociales. Et je pense que nous toucherons les bénéfices de cette politique courageuse menée par le Premier ministre d'ici quelques années plutôt que quelques mois. Il faut être lucide là-dessus. Bruno Le Maire, lundi, les syndicats se donnent rendez-vous avec pour objectif un mouvement unitaire. Est-ce que finalement, vous avez réussi à mettre tous les syndicats contre vous? Ce qui compte, c'est surtout que nous ayons une majorité de Français avec nous. Et une majorité de Français a voté pour le projet que nous appliquons scrupuleusement, qui est le projet du président de la République. Personne n'est pris en défaut. Personne n'est pris par surprise. Emmanuel Macron avait dit qu'il augmenterait la CSG. Il avait dit qu'il ferait cette transformation du Code du travail. Il avait dit qu'il allégerait la fiscalité sur le capital pour financer l'investissement, l'innovation et les emplois de demain. Personne n'est pris en traître. Et ça, je crois que c'est la grande force de notre gouvernement et du président de la République, c'est de tenir sa parole. Justement, Emmanuel Macron, vous savez, actuellement, tout le monde est en train de disserter sur sa petite phrase. Emmanuel Macron, il assume sur le fond le mot qu'il a employé, un peu moins sur la forme. Est-ce que vous auriez pu dire ça? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait autant pour une entreprise du secteur industriel, pour empêcher sa fermeture et pour lui offrir de nouvelles perspectives. Ça fait longtemps qu'on n'a pas autant investi pour aider cette entreprise qui le méritait, la souterraine GMS dans la Creuse, pour qu'elle puisse continuer à se développer. Nous nous sommes battus pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Tous les services de l'État ont été mobilisés. Nous avons demandé au président de Renault d'investir 5 millions d'euros. Il l'a fait. Nous avons demandé au président de Peugeot d'investir 5 millions d'euros. Il l'a fait. L'État a mis 5 millions d'euros. Si, parce que c'est ça le vrai sujet. Ah bon? Le vrai sujet, c'est pas qu'il y ait un mot ou un autre. Pour moi, c'est beaucoup de bruit pour rien. Le vrai sujet, à mes yeux, c'est qu'est-ce que nous avons fait pour sauver cette entreprise. Nous avons fait le maximum. Et nous avons sauvé cette entreprise. Beaucoup de bruit et nous pour avons rien, empêché sa fermeture. Vous entendez quand même que cette phrase ait pu choquer? Moi, ce que j'entends, c'est qu'aurait pu choquer profondément les gens, c'est qu'on laisse tomber GMS. Nous ne les avons pas laissés tomber. Nous avons trouvé une solution. La cellule de reclassement, je vous le dis ce matin, sera mise en place le 15 octobre. Et j'ai pris un engagement, j'ai l'habitude de tenir mes engagements, que la souterraine resterait ouverte. Elle est restée ouverte.
que nous trouverions un repreneur qui investirait. Nous avons trouvé un repreneur. Que les constructeurs réinvestiraient massivement pour acheter des équipements pour produire mieux. Ils ont investi. Que nous ne laisserions aucun salarié de côté. Nous ne laissons qu'un salarié de côté. Et cet engagement qui est d'accompagner chaque salarié pour lui permettre de retrouver un emploi, il sera tenu. Hier, j'ai vu le président de Renault, Carlos Ghosn. Je lui ai parlé de la souterraine. Je lui ai dit, vous avez investi sur la souterraine, c'est très bien. Il y a encore quelques salariés à reclasser. Regardez ce que vous pouvez faire dans vos propres usines. On ne laisse tomber personne. Et à mes yeux, ça compte plus que la petite phrase qui fait tant de polémique aujourd'hui. Bruno Le Maire, vous êtes en pleine préparation du budget. En tout cas, l'Assemblée va se pencher dessus très prochainement. Vous entendez le vent de fronde qui commence à arriver, même dans La République En Marche, alors qu'ils étaient presque un petit peu le doigt sur la couture ces derniers temps. Il y a des frondeurs maintenant à La République En Marche ? Si vous en connaissez, vous les présenterez. On les entend, en tout Moi, cas. je n'en ai pas vu. J'ai vu des hommes et des femmes libres, et c'est bien normal, ils sont élus par le peuple français et ils sont libres. Ils peuvent exprimer des critiques, peuvent exprimer des doutes. Ils sont élus par le peuple français. Je l'ai été moi-même dans mon département de l'Eure, et je suis attaché à ma liberté, qui vient de l'élection par le peuple français. C'est ce qui vous donne la légitimité, c'est ce qui vous donne la liberté de défendre vos convictions. Sur le budget, c'est normal qu'il y ait des voix qui puissent dire « Mais attendez, vous supprimez l'ISF sur les valeurs mobilières. Vous avez oublié que certains biens de luxe n'étaient plus taxés. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Moi, je dis « Mais regardez, libre à vous, si vous estimez qu'on peut durcir une taxe, durcir un prélèvement sur des navires très importants, sur des véhicules de grosse cylindrée. Moi, je ne suis pas fermé, ce n'est pas moi qui prendrai cette initiative. Mais si les parlementaires... Ce sera le seul domaine ? Vous n'accepterez rien d'autre, aucune retouche, à part celle-là ? Je fixe juste des lignes rouges que j'ai dit très clairement aux parlementaires. La première ligne rouge, c'est pas de nouvelles taxes. Les Français n'en peuvent plus d'avoir tous les jours comme seule solution à leurs problèmes de nouvelles taxes. Première ligne rouge, pas de nouvelles taxes. Deuxième ligne rouge, faisons attention à ne pas affaiblir des filières qui représentent beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses pour notre pays. Il y a 3 ans, vous candidatiez pour la présidence de l'UMP. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un acteur du film. Est-ce que, quand même, vous avez envie de regarder le film qui se prépare ? Et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'acteur principal, Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il est bon ? Je regarde très sincèrement le film de loin, parce que je suis désormais dans une autre salle de cinéma, et surtout qu'au-delà des films et des images, il y a une réalité dont je suis responsable, qui est lourde, qui est l'économie de la France, et l'économie des Français. Et que tous les jours, je le disais tout à l'heure, je me bats pour que ça aille mieux. Ensuite, les Républicains vont choisir leur président, c'est une élection démocratique, et par définition, le président qui sera choisi par les Républicains, mais il aura sa légitimité et puis défendra sa ligne politique. Mais je suis ça de loin, tout en gardant, je ne le cache pas, beaucoup d'amitié, beaucoup d'attention pour tous ceux avec qui j'ai travaillé pendant des années. Nous avons fait des choix différents. Je me paraît totalement inutile de se jeter les uns les autres des anathèmes. Mon choix, chacun sait pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait le 1er mars en quittant la campagne de François Fillon, dans du respect de la parole donnée. Je l'ai fait parce que ma famille n'a pas voulu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et que je ne comprends pas qu'elle n'ait pas choisi. C'est pour cela que j'ai pris cette décision de suivre un autre parcours politique. Ça ne justifie en aucun cas que nous nous envoyions les uns les autres des anathèmes qui ne sont pas à la hauteur du débat politique. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs que la semaine prochaine, ceux qui vous ont suivi, au gouvernement notamment, puissent être exclus des Républicains ? Je pense que les Républicains feraient une erreur s'ils faisaient ça, mais voilà, ils ont leur liberté de décision. Je pense qu'ils feraient une erreur. Édouard Philippe a fait un autre choix, Gérald Darmanin également. On peut combattre sur le terrain politique en contestant telle décision ou telle autre décision, mais je ne crois pas que les exclusions, aujourd'hui, soient des réponses modernes et des réponses compréhensibles pour les Français. Si c'était le cas, vous leur dites rejoignez-moi à En Marche ? Moi, j'ai fait ce choix depuis très longtemps. Ouais. Et je pense que la cohérence, c'est important. Vous avez un conseil à leur donner ? Vous savez, quand je fais un choix, je ne le fais pas à moitié. J'ai quitté une famille politique dont je ne reconnaissais plus les valeurs et les choix politiques fondamentaux faits par les chefs, et je dis bien les chefs, pas les militants. Je le fais jusqu'au bout, en soutenant le président, rentrant dans le gouvernement et surtout en demandant aux Français ce qu'ils en pensent, puisque je rappelle que je me suis présenté aux élections législatives, que les Français ont validé mon choix. Pas un mot sur Édouard Philippe, le Premier ministre. Si j'ai un mot à dire, c'est d'abord un mot d'engagement total derrière lui. Un mot d'amitié, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour
Édouard Philippe ait beaucoup de respect pour la personne humaine qu'il est. C'est un personnage qui est attachant, sympathique, avec lequel il est facile de travailler. Et je tiens à lui dire, s'il nous écoute, que je suis tout cœur derrière lui. Vous savez qu'il a été souvent l'invité de cette matinale d'info, quand il n'était pas Premier ministre d'ailleurs. Preuve que vous avez de très bons invités. Bruno Le Maire, dont c'est la fête aujourd'hui, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. C'est la deuxième partie de votre interview politique qui va commencer dans un instant. On va plutôt parler des chantiers du ministre de l'économie. On vous retrouve Bruno Le Maire avec nous dans quelques minutes. Voilà, rebonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin. Bruno Le Maire, on va parler dans un instant de vos chantiers comme ministre de l'économie et des finances. Ils sont nombreux pour vous interroger. À mes côtés, Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien français, et Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé, bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Avant qu'on aborde ces questions de vos chantiers, Bruno Le Maire, vous le savez, c'est la grogne des élus contre l'exécutif. On en entend beaucoup parler. Chez vous, à Évreux, il y a quelques 150 élus qui ont manifesté, on voit d'ailleurs des images, mercredi contre l'État qu'ils accusent d'étrangler financièrement. C'est un mot fort, les communes. En cause essentiellement, vous le savez, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors ce mouvement de protestation a été lancé par l'un de vos proches, votre ancien suppléant même, le maire des Républicains d'Évreux, Guy Lefranc. Est-ce que c'est normal, ça? Vous lui avez parlé à Guy Lefranc? Je l'ai vu la semaine dernière, j'étais sur le marché d'Évreux, on a pris un café ensemble. Je lui ai dit, mais écoute, la première chose que j'ai à te dire, c'est que j'ai payé ma taxe d'habitation à Évreux et la note est quand même sacrément salée. Ah, vous lui avez dit ça? Je pense que c'est pas mal que nous supprimions la taxe d'habitation pour 80% de ceux qui la payent. Parce que c'est une taxe qui est injuste, c'est une taxe où c'est la loterie. On ne sait jamais, en fonction de l'endroit où on habite, de quel montant elle va être. Il n'y a aucune justification pour savoir si c'est un montant élevé, moyen, faible. Donc je rappelle ma position, c'est que non seulement il faut la supprimer pour 80% des Français, mais je souhaite qu'à terme, nous puissions la supprimer totalement. Je lui ai rappelé également que nous avions maintenu pour l'année prochaine la dotation globale de fonctionnement. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ces réactions. Nous avons maintenu la dotation globale de fonctionnement pour les communes. Puis la troisième chose que je lui ai rappelé, c'est que tout le monde fait des efforts. On ne peut pas demander des efforts aux Français pour obtenir le taux de croissance qu'on a aujourd'hui. Demander des efforts à l'État et dire les collectivités locales sont les seules à ne pas faire d'efforts. Je suis désolé, j'ai du mal à comprendre ce raisonnement. Hervé Favre. Oui, mais quand l'État s'engage à rembourser à l'euro près, effectivement, une ressource qu'il supprime aux collectivités locales ou un transfert de charges, généralement, il ne respecte pas sa parole. Qu'est-ce qui ferait que les choses changeraient avec Emmanuel Macron et Bruno Le Maire? Des assurances qui soient plus solides. Sur, par exemple, une fraction du taux de TVA qui sera transférée aux régions et qui leur donne une ressource pérenne, solide. C'est la ressource la plus stable qui existe dans la fiscalité française et la plus solide. S'il faut davantage d'assurance, pourquoi pas? Si, pour les communes, ils souhaitent aussi obtenir peut-être plus de souplesse dans la gestion de leurs emplois. Pourquoi pas? À partir du moment où on leur demande de réduire leurs dépenses de fonctionnement. Et que pour beaucoup de ces communes, et là je comprends parfaitement la situation dans laquelle se trouvent les maires, pour beaucoup de ces communes, les dépenses de fonctionnement, c'est principalement, ça peut être 50, 60%, les dépenses de personnel. Qu'on leur dise, sur le personnel, il y a une fonction publique territoriale, mais on peut vous donner telle ou telle souplesse. C'est Gérald Darmanin qui est responsable de ça, le ministre des Comptes publics. Je trouve que c'est une réflexion qui peut s'ouvrir. Les représentants des collectivités locales, mairies, départements, régions, disent la même chose. On est d'accord pour participer à l'effort, sauf qu'on a déjà beaucoup donné. Ils estiment que il leur manque 28 milliards d'euros depuis une dizaine d'années, depuis la crise en gros. Le président Macron, quand il était candidat, annonçait une nouvelle baisse de 10 milliards. Finalement, ce sera 13 milliards sur le quinquennat. Il n'y a certes pas de baisse l'année prochaine, mais du coup, ils se disent on va nous demander encore 13 milliards sur 4 ans à économiser globalement. Et le problème, c'est que vous venez bien de l'écrire, ils ne peuvent pas ou très peu influer sur leur masse salariale. C'est le statut de la fonction publique qui veut cela. Donc du coup, ils augmentent leur fiscalité ou surtout, ils réduisent leurs investissements. Et ça a un impact sur l'économie. Je ferai d'abord remarquer que chez beaucoup d'élus que j'ai vus à la télévision, il y avait le maire d'Évreux, il y avait le président de la région Normandie, Hervé Borin, c'est les mêmes qui ont soutenu jusqu'au bout un candidat à la présidence de la République qui proposait davantage d'efforts, de réduction, 15 milliards. Là, on en fait 13. Eux ont soutenu mordicus, quelqu'un qui proposait 15. Ils auraient fait quoi?
Donc ils auraient manifesté s'ils avaient été élus. comment je vois quand même beaucoup d'incohérences chez les uns et chez les autres. D'avoir soutenu jusqu'au bout quelqu'un qui disait ce sera 15 milliards, qui a fait une campagne très dure sur la réduction des dépenses publiques, pourquoi pas? Enfin, du coup, un peu de cohérence ensuite. De la même façon que lorsque j'entends certains dire, dans mon ancienne famille politique, il ne faut pas supprimer les contrats aidés, c'est pas possible, c'est pas bon pour l'emploi, alors qu'ils ont fait campagne pendant des mois pour dire qu'il fallait les supprimer, où est la cohérence? Je crois que la cohérence en politique, ça compte. En revanche, le point que vous soulignez, il est très important. Moi, je ne suis pas du tout fermé, comme ministre de l'économie, du point de vue du raisonnement, à ce qu'on puisse regarder, avec les collectivités locales, sous l'impulsion de Gérald Darmanin, comment est-ce qu'on donne plus de souplesse sur les dépenses de fonctionnement aux collectivités locales. Bruno Le Maire, vous avez des gros chantiers industriels sur les épaules, si je puis dire. Et je voudrais parler d'Alstom, qui concerne directement effectivement la région Hauts-de-France. Quand l'annonce de la création de Siemens Alstom a été faite, Xavier Bertrand, votre ancien camarade de parti, a dit « On est en train de créer un champion allemand, pas un champion européen ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre, regarder attentivement ce qui a été conclu et de comprendre à quel point cette fusion est une bonne nouvelle pour les Français. Et une bonne nouvelle pour les salariés d'Alstom. Je suis allé sur le site de Valenciennes expliquer cette décision. Je lui demande de regarder, comme tous les Français, quelle est la situation mondiale, car nous sommes dans une économie ouverte, que nous ne refermerons pas. Il y a une compétition qui s'exacerbe sur tous les chantiers, notamment le chantier ferroviaire. Soit nous nous unissons avec les meilleurs et nous développerons nos activités dans le transport ferroviaire et dans la signalisation, qui est un point clé de cet accord, soit nous serons dévorés, il n'y a pas d'autre mot, par l'industrie chinoise. Je rappelle que le premier leader mondial du transport ferroviaire aujourd'hui, il est chinois, il s'appelle CRRC. Cette compagnie a un chiffre d'affaires qui est 4 fois plus important que celui d'Alstom. Elle est subventionnée par l'État et donc elle peut effectivement largement casser les prix. par l'État chinois et elle n'existait pas il y a 15 ans. Elle n'existait pas il y a 15 ans. Donc il faut voir la rapidité des adaptations. Moi je pense que cet accord entre Siemens et Alstom, c'est un bon accord. Aucun site ne fermera. Aucun site ne fermera dans les 4 ans. J'espère bien que dans les 4 ans, on va pouvoir développer et avoir de nouvelles commandes. Aucun emploi ne sera supprimé au niveau national en France. Le président restera français, la boîte sera cotée en France et le siège sera à Paris. Il y a des garanties. Vous entendez ces nombreuses critiques qui pointent une forme de braderie ou pas? Vous le comprenez de la part des salariés, de la part des syndicats? Non, les critiques sur la braderie sont des critiques qui ne tiennent pas la route une seconde. C'est des critiques politiciennes. Alstom, qui s'est redressé fortement au cours des dernières années, a pu négocier en position de force un bon accord et une bonne fusion avec Siemens. C'est pas de la braderie. La braderie, c'est quand on vend à vil prix. Jamais je ne laisserai dire que les compétences, la force, l'engagement des salariés d'Alstom, les technologies d'Alstom auraient pu être bradées à vil prix. Ça, c'est vraiment de la politique politicienne. Et ce n'est pas ce qu'il y a dans cet accord qui va permettre au contraire de développer notre secteur ferroviaire et la signalisation. Ce que j'entends en revanche, parce que je vais sur place, c'est des inquiétudes des salariés, parce que c'est eux qui sont concernés. Donc je suis allé à Valenciennes leur expliquer l'accord, ce qu'il y avait dedans, tous les points techniques. J'irai à Belfort très prochainement. Expliquer aussi le sens de cet accord. Et je tiens à saluer le sens des responsabilités du maire de Belfort, Damien Meslot, qui est quand même le premier concerné. Il a le site historique de Belfort. Il aurait pu, lui, faire de la politique politicienne. Il ne l'a pas fait. Il a été à la hauteur de l'enjeu. Il a pris ses responsabilités. Il a dit, je vais veiller à ce que les engagements soient pris, mais je pense que c'est une bonne chose. Vous pourrez peser sur ces engagements sans être dans le capital ? Vous avez deux façons de peser. Vous pouvez soit être majoritaire dans le capital ou avoir une très forte participation. Ça n'était pas une option. Parce que ça représente des milliards d'euros que nous n'avons pas. Là, ce qui était possible, c'était de monter à un niveau très faible qui ne nous aurait pas garanti le contrôle des décisions. Il y a une autre façon de peser, à laquelle je crois plus, c'est la commande publique. Car je rappelle que ni vous ni moi ne nous achetons des trains tous les matins pour nous rendre à notre travail. Donc c'est forcément de la commande publique, les trains, les RER, les métros. Et avoir une commande publique qui reste vivace, ça, je pense que c'est un bon moyen de contrôler Siemens et Alstom. Stéphane Vernet. Et comment peser dans le dossier Nokia, qui est un dossier que vous avez négocié cette semaine. En 2015, pour rappel, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, disait il n'y aura aucune suppression d'emplois en France. En septembre, là, ce mois-ci, Nokia annonce 597 suppressions d'emplois. Vous les avez reçus 3 heures lundi. Ils n'ont pas voulu revenir sur la parole qui avait été donnée il y a 2 ans. Il n'est pas question qu'ils reviennent sur leur parole donnée.
Et n'empêche qu'ils vont supprimer les prêts de 600 Ils nous ont expliqué quelles étaient leurs contraintes sur leur marché. Je peux comprendre et entendre ces contraintes, mais les engagements doivent être tenus. Le secrétaire d'État, Benjamin Griveaux, les a reçus. Il est en discussion permanente avec eux. Nous serons intraitables sur le dossier de Nokia. Et comment les engagements, les engagements ou les obliger à faire? Vous savez, il y a les aspects économiques, il y a les aspects plus politiques, il y a les relations entre notre pays et le pays d'origine de Nokia. Tout cela va rentrer en ligne de compte parce que nous ferons tout le nécessaire pour faire respecter les engagements. Ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Les Français ont trop souvent le sentiment que voilà, la parole donnée, ça vaut rien. On achète les gens avec du vent, puis 2 ou 3 ans plus tard, on renonce à ses engagements. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. J'assume mes responsabilités. Je fais respecter les engagements. Ce sera vrai pour Nokia. Et sur Alstom Siemens, je rappelle qu'il y a un comité national de suivi. Si je ne croyais pas aux engagements, je n'aurais pas accepté d'en prendre la présidence. Bruno Le Maire est notre invité politique ce matin. La Catalogne, les conséquences économiques de la crise là-bas, on parle de banques qui pourraient maintenant repartir vers Madrid. Vous voyez un danger aussi pour nous, pour les Français qui évidemment sont un partenaire important de l'Espagne? Je ne vois pas de danger pour nous. Je tiens juste à dire que la division, la séparation ne sont jamais bonnes pour l'économie et pour la prospérité d'un pays. Jamais. Et si nous faisons des choix totalement inverses ici en France, qui est au contraire de nous rassembler entre Français, mais rassembler aussi des industries allemandes et françaises ou italiennes et françaises, c'est parce que moi je crois au contraire que l'union, plus que jamais, fait la force. Dans un monde ouvert, où on voit émerger des géants industriels, en Chine, aux États-Unis, avec des niveaux de capitalisation jamais atteints, se séparer, c'est s'affaiblir. S'agissant du secteur financier, la Banque Centrale Européenne, et je veux rassurer tous les épargnants français là-dessus, la Banque Centrale Européenne suit évidemment la situation en Espagne de très près, et elle est là pour garantir la stabilité de l'économie et du système financier européen. On peut être donc tranquille. On peut être tranquille, la BCE est là pour garantir la stabilité du système financier. Mais on voit bien malgré tout, avec les choix de certaines banques, que lorsqu'il y a des risques de séparation, des risques de division, eh bien, les banques en tirent les conséquences, et ce n'est pas forcément bon pour l'Espagne.